Y a quelqu'un? Je viens pour les normes et modalités. Non mais sérieux, les encadrements légaux et réglementaires, c'est pas si terrible. Aujourd'hui, je me propose de les démystifier pour vous afin que vous ne fassiez plus de cauchemars. Ensuite, nous verrons de quelle manière ils affectent le contenu de vos normes et modalités. Ah, c'est pour moi. Merci. Pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce qui fait d'un encadrement légal un encadrement légal. Donc, il faut faire la différence entre les documents à caractère légaux et prescriptifs et tous les autres documents qui gravitent dans le monde de l'éducation. Et pour faire cette différence-là, il faut comprendre qu'est-ce qui le rend légal et en gros, c'est le pouvoir qui lui est donné par, indirectement ou directement par le législateur, si vous préférez, le gouvernement. C'est pas full clair. Laissez-moi vous faire un petit dessin pour m'aider. En somme, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est un peu comme la maman des lois. C'est la Constitution qui constitue en fait la structure légale de base d'un pays. Et il n'y a rien dans nos lois en fait qui peut aller à l'encontre de ça, à moins que la Constitution prévoie qu'on puisse s'y opposer. On va retrouver, entre autres, ce qui pourrait nous affecter un petit peu, la Charte des droits et libertés à l'intérieur de ça. Ensuite, vous allez avoir la loi. Je pense que vous connaissez tous la loi sur l'instruction publique. Donc, une loi, en fait, c'est voté et ça va être l'ensemble de règles, en fait, qui régit notre vivre ensemble. Donc, c'est voté par l'Assemblée nationale. Finalement, vous allez avoir les règlements et les décrets. Un règlement, en fait, ça a force de loi si ça a été édicté dans une loi. Donc, c'est encore une fois une forme de règle. Et les décrets, en le fond, c'est un règlement. Parce que, dans le fond, un décret, ça se trouve être une décision écrite qui émane du pouvoir exécutif, donc du législateur encore. Et à ces 3 niveaux, on peut retrouver des règles ou des obligations qu'on va aller amener dans nos normes et modalités. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à maintenant. Pas trop effrayé encore? Ça va? On continue. Dans le fond, pour arriver dans quelque chose d'un petit peu plus concret pour vous, il faut se dire que le gouvernement, à travers sa Constitution, les lois et les règlements et décrets, ne va pas aller dire à un enseignant où, quand et comment évaluer des apprentissages dans un programme donné. Si à l'occasion, et dans de rares exceptions, en fait, il va le faire à travers les épreuves ministérielles dans un règlement, en général, la loi sur l'instruction publique et les autres encadrements légaux autour de l'évaluation vont rester suffisamment vagues pour s'appliquer à tout le monde. Vous imaginez ce qui arriverait si on devait faire une loi ou un règlement pour chaque programme, chaque compétence? Non, le gouvernement va plutôt édicter ou voter 2 choses, en fait, dans ses lois et règlements. Il va mentionner des droits et il va mentionner des obligations. Rappelez-vous que celles-ci seront légèrement vagues et que donc nous devrons les préciser. Dans le cas des normes et modalités en évaluation des apprentissages, quelques encadrements légaux contiennent la majorité des droits et obligations en lien avec l'acte d'évaluer pour les enseignants. Ces documents sont la loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique de la formation professionnelle, le guide de gestion de la sanction et des épreuves ministérielles et l'instruction annuelle quand il y en a une. Donc, pour en finir avec cette angoisse sur les encadrements légaux, allons-y avec un exemple qui vous touche directement, l'accès à l'évaluation aux fins de la sanction. Donc, de quelle manière je peux déterminer si un élève a le droit ou non de passer une épreuve aux fins de la sanction?
Je suis allé regarder dans le régime pédagogique, un encadrement légal, afin de trouver un article qui parle de ça. J'ai trouvé l'article 20, je vous en fais la lecture. L'article se lit. Une personne inscrite en formation professionnelle peut s'inscrire à des épreuves imposées en vue de l'obtention d'unités sans qu'elle ait suivi le cours correspondant en tenant compte des exigences pédagogiques et organisationnelles. Tout nu comme ça, cet article de loi-là, en fait cet article du régime pédagogique, semble nous dire que l'élève a toujours le droit d'avoir accès à l'épreuve, même s'il a été absent tout le long du cours. C'est embêtant. Mais la deuxième partie de l'article, c'est en tenant compte des exigences pédagogiques et organisationnelles. Le gouvernement ne nous dit pas qu'est-ce que c'est ça. C'est donc à nous, dans nos normes et modalités, d'aller les préciser. Donc, je me suis créé une norme que j'ai tout simplement libellée. L'élève qui veut avoir accès à une épreuve aux fins de la sanction doit répondre aux critères pédagogiques et organisationnels. Donc ça, c'est directement dans la loi et j'aurais pu très certainement mettre la référence de la loi en bas ici, en fait, du régime pédagogique. Dans les modalités, je vais aller préciser comment cet article-là va se décliner chez nous. Au niveau pédagogique, et en m'inspirant de la politique d'évaluation du ministère, je suis arrivé à la conclusion que pour avoir accès à mon épreuve, il faut que tu aies démontré l'acquisition des éléments de la compétence visée. Donc, démontrer auprès d'un enseignant l'acquisition des éléments de la compétence visée. Au niveau organisationnel, tu ne peux pas faire ça quand tu veux. Il est possible que j'ai à préparer du matériel, à acheter du matériel, et définitivement, ça va prendre un enseignant disponible. Dans le cas du cours normal, pratiquement, la question ne se pose pas, c'est à la fin du cours. Mais dans le cas d'une reprise ou d'une RAC, je dois trouver une manière de dire tu vas te pointer à l'examen, mais à un moment qui, au niveau organisationnel, est possible. C'est pourquoi j'ai libellé se présenter à l'endroit et au moment déterminé par l'enseignant responsable de l'épreuve. Donc ici, si on parle du cours régulier, l'enseignant dit l'épreuve dans son plan de leçon, son plan de cours aura lieu telle date. Dans le cas d'une reprise ou d'une reconnaissance d'acquis, même chose, pourra s'entendre avec l'élève sur à quel moment l'élève pourra faire sa reprise ou sa reconnaissance des acquis. Donc voilà, nous avons vu les encadrements légaux et de quelle manière ils peuvent s'inviter en fait dans vos normes et modalités. Les encadrements légaux ne sont pas les seuls éléments qui peuvent s'inviter dans vos NME. Un consensus social, une façon de faire commune, une tradition évaluative, tout ça peut faire partie de vos normes et modalités si c'est le souhait de votre équipe école. Cependant, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que si ce n'est pas un encadrement légal qui s'invite dans vos normes et modalités, un consensus, même très fortement ressenti dans l'école, ne peut jamais aller à l'encontre de la loi ou des encadrements. Pour y voir un petit peu plus clair, je vous propose un aide-mémoire dans la zone commentaire afin de vous aider à situer quelques-uns des éléments, des articles, des encadrements légaux à considérer pour vos normes et modalités. Également, je vous propose de voir mon ultime vidéo dans cette série qui vous proposera un processus d'élaboration et un modèle ou un canevas de normes et modalités.